Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Mathieu Nicole. Il est secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor et il a fait la route pour être avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je vais juste vous demander d'éloigner vos téléphones parce qu'on entend un petit peu le bruit. Voilà, c'est juste pour éviter qu'on entende les bruits du téléphone dans les micros. Voilà, cette petite mise au point technique faite, on va parler évidemment de la politique au sens large et de la politique sociale plus précisément. La CGT a quitté le conclave, le fameux conclave voulu par François Bayrou autour de la réforme des retraites. J'allais presque paraphraser un grand chanteur français. Est-ce que c'est la rupture bête et brutale ? Alors, la participation de la CGT à ce conclave qu'on a exigé, dont on a exigé la renomination, hein, parce que c'était pas un conclave, c'était des concertations. On l'avait annoncé d'emblée qu'il y aurait toute transparence de la part, en tout cas de la CGT, vis-à-vis de ses syndiqués, quant aux échanges durant ces concertations. Il y a eu débat avant d'y aller. Majoritairement, la CGT a décidé d'occuper sa place et de trouver sa place dans ces concertations pour rappeler au gouvernement et aux partenaires autour de la table nous avions des propositions que le gouvernement connaissait déjà, mais que nous pouvions remettre sur la table et qu'on a des solutions pour financer notre système de retraite à 60 ans et qu'il n'était pas question à ce moment-là d'être absent et de laisser les autres organisations syndicales et patronales avec le gouvernement se mettre d'accord sur des solutions qui ne nous conviennent pas. Et puis au fil du temps, vous l'avez compris, donc Bayrou a changé les règles du jeu en cours de concertation, avec une lettre de cadrage. Finalement, il y a un tabou. Finalement, c'est retrouver l'équilibre du système en 2030. Enfin voilà, il a changé les règles du jeu en cours de concertation. Donc déjà, premier point, on a quand même décidé d'y rester parce qu'on a été sollicité. Ça se fait démocratiquement à la CGT. Hein. Et puis finalement, après les annonces de Bayrou le week-end dernier, donc il semblait bien que tout le monde s'était du coup accordé ses violons à la CGT. Il y a eu une concertation qui a duré 24 heures où toutes les unions départementales et toutes les fédérations ont eu leur avis à donner. Et donc on a décidé de sortir de façon démocratique. On a décidé de sortir de ces concertations d'une façon assez logique. Sophie s'en est expliqué le mercredi soir sur une chaîne de télévision publique. C'était... Quelque part, on est quand même vachement déçus de la méthode, déjà. Et puis, on aura quand même porté jusqu'au bout nos revendications. On aura fait un compte rendu en toute transparence à nos organisations, à la CGT, à chaque fin de réunion du jeudi soir. Maintenant, reste à savoir quelles seront les suites. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous avez un petit peu anticipé Mathieu Nicole, mais il y a eu cette notion d'âge reposée, vous l'avez signalé par François Bayrou, ne pas revenir sur l'âge, ne pas revenir à 62 ans en l'occurrence, hein, c'est ce qu'a dit François Bayrou. J'avais envie de vous poser la question qui fâche, est-ce que finalement c'est une question d'âge, la retraite, ou c'est plus vaste que ça ? Alors, c'est une question d'âge principalement, puisque notre système de répartition est basé sur la solidarité entre les générations pour permettre aux personnes de pouvoir après continuer de toucher un salaire une fois qu'ils n'ont plus leur emploi. C'est un système solidaire qui existe en France dont on est fier et qu'il faut sauvegarder. Et puis d'autant plus que on constate quand même, au fur et à mesure des années, que de toute façon, on a des difficultés pour maintenir les seniors dans l'emploi, parce que ils se font soit dégager, soit ils ont des problèmes de santé qui les obligent à quitter l'emploi. Donc ça, c'est une chose. Et puis, parce qu'en plus de ça, donc on estime que la vie, c'est pas que le travail. La vie, c'est aussi des relations sociales, c'est une vie après le travail, et qu'on mérite toutes et tous. Donc il n'y a pas de raison d'atteindre, de toucher à ce critère, d'autant plus que des richesses en France, il y en a. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y en a marre, parce qu'on nous met tout le temps sur le dos l'équilibre du système, mais il y a eu des tas d'aides aux entreprises. On a perfusé les grands groupes, des multinationales basées en France et des grands groupes français. On les a perfusés à coups d'argent public.
Et ça dérange personne qu'on constate quand même qu'il y a un écart qui se creuse d'année en année entre la caste des plus riches et puis des plus pauvres, que l'écart se creuse, que le nombre de millionnaires et de milliardaires en France ne cesse d'augmenter, que les dividendes chaque année on bat des records, et qu'à côté de ça, on nous dit que bon, il y a des trous dans les caisses, quoi. Enfin, à un moment donné, que les gens ne percutent pas ça, et que sur les médias, sur les plateaux des médias, il y a encore des gens, au gouvernement ou des économistes qui trouvent le moyen de défendre cet aspect des choses sans interpeller sur ce que je viens de décrire. En fait, c'est quand même évident à un moment donné que le partage des richesses n'existe pas. Il faut repartager les richesses, arrêter d'envoyer une grosse part de la richesse produite en France vers le capital et la réorienter vers les salariés et vers le pouvoir d'achat. Pour avoir un meilleur équilibre, finalement. Il y a aussi l'aspect humain. Souvent, ce sont, on le sait, on va pas se voiler à la face, les personnes qui sont à la retraite, qui donnent de leur temps pour les associations caritatives ou d'autres associations. Aujourd'hui, le monde associatif perd ces jeunes retraités s'ils travaillent plus longtemps. Il y a aussi un aspect social, un aspect partage. Alors là, cette fois-ci, pas des richesses sonnantes et trébuchantes, mais partage de l'expérience, partage de la vie aussi, qui est un petit peu oublié dans ce débat autour des retraites. C'est un argumentaire que j'étais peut-être venu déjà défendre ici pendant les retraites en 2023, mais c'est que, en effet, le retraité, il est non seulement un acteur social, un bénévole, il garde ses petits-enfants, donc il permet à ses enfants d'aller au boulot sans avoir des frais supplémentaires de garderie. Il est consommateur. Enfin, je veux dire, il y a quand même le tourisme aussi qui vit en grande partie grâce aux retraités, la consommation. Alors, il y a des retraités, malheureusement, qui n'ont pas les moyens on va dire, de faire partie de cette catégorie, mais enfin, quand même, il y a tout un pan de l'économie qui dépend aussi de l'activité des retraités. La Bretagne est une terre d'accueil pour les retraités qui viennent des régions parisiennes et autres. Enfin, je veux dire, si on n'a plus de retraités, il y en a qui vont faire grise mine. Et puis, de toute façon, le constat qu'on fait, c'est que dans les boîtes, on n'en veut plus des retraités. On coûte trop cher, on a trop d'ancienneté, les salaires sont trop élevés. Qu'est-ce qu'ils font, les patrons ? Ils se débarrassent des retraités sur des excuses, une pression salariale, une remise en cause de leur qualification, des reproches par-ci par-là, jusqu'à ce que les personnes en aient marre et s'en aillent. Et puis on les remplace par des jeunes dont les salaires sont bien plus inférieurs, et donc avec une masse salariale du coup qui diminue. Et c'est une façon de faire en fait de quelques entreprises sur le département. On a des exemples. Avec des jeunes qu'il faut former déjà d'entrée, donc ils sont pas toujours formés, donc ils arrivent effectivement à bas salaire dans les entreprises, sauf qu'aujourd'hui la jeune génération n'a pas la notion du travail que l'on peut avoir encore, j'allais dire notre génération si je peux me permettre, mais préfère un peu naviguer d'une entreprise à l'autre, d'une expérience professionnelle à l'autre. Est-ce qu'il faut intégrer ça aujourd'hui aussi dans la réflexion autour des retraites, ces carrières qui sont pas des carrières linéaires finalement? Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui a été avancé il y a 2 ans, mais c'est aussi le constat qu'il y a une perte de sens au travail. Et ça, c'était, avant Sophie, c'était Philippe Martinez qui le répétait sans cesse sur les plateaux de télé, c'est que pourquoi les jeunes papillonnent d'une activité à l'autre, pourquoi nous-mêmes, enfin ma génération, on a du mal à... Moi, je suis infirmier à l'hôpital de Saint-Brieuc, j'en connais plein qui sont partis. Mais parce qu'il y a une perte de sens du travail. Parce qu'on a plus de liberté d'activité, enfin, on a une perte de marge de manœuvre, on a le décalage entre le prescrit et le réel, on est complètement, il y a une perte de sens vraiment du travail, donc évidemment on n'a pas envie de rester toute sa carrière sur un emploi, puisque on nous donne pas les moyens de toute façon d'avoir envie d'y rester. Donc on va chercher un petit peu si l'herbe est pas plus grasse ailleurs. Et est-ce que aussi aujourd'hui, vous faisiez référence au travail hospitalier, à la santé, alors on sait combien la santé aujourd'hui c'est un motif de préoccupation. Alors pour les personnes lambda qui ont envie d'avoir un médecin, qui ont envie d'être bien accueillis au service d'urgence, si hélas elles en ont besoin, on a l'impression aujourd'hui que le travail d'équipe, alors que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines, le travail d'équipe n'existe plus, qu'on a individualisé le travail. Alors ça c'est évidemment, mais ça c'est on va dire une technique même managériale qui a été réfléchie par le capitalisme. C'est de réorganiser le travail de façon à casser les collectifs. Donc on n'a plus la pause café en collectif dans les entreprises, je veux dire de l'industrie quelle qu'elle soit, l'agroalimentaire ou la métallurgie. C'est qu'on est en 3-8, on a chacun une tâche à accomplir qui est la même toute la journée, et puis on n'a pas le temps de parler à son collègue ou à sa collègue. Dans la fonction publique hospitalière, c'est différent parce qu'on est en équipe.
On est en binôme ou en trinôme autour des patients à travailler, donc c'est quelque chose. Il y a un collectif qui est plus difficile à casser, mais là c'est d'une autre façon qu'ils le font. C'est diminuer le nombre des effectifs et puis augmenter les cadences de travail. Donc là ça ne nous laisse pas le temps de discuter entre nous non plus. Mais c'est vrai que ces dernières décennies, c'est une réorganisation du travail de façon à ce que les salariés et les agents ne puissent pas se rencontrer, échanger, parler de leurs aspirations, et puis que finalement ça devienne des revendications et que ça monte dans la rue, quoi. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est organisé par le capital. Il y a aussi eu la crise du Covid avec le télétravail qui est devenu la solution, en tout cas si l'on en croit beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit d'ailleurs du côté des salariés ou du côté des entreprises. Et aujourd'hui, on a le sentiment, et ça se voit, que les entreprises ont envie d'avoir les salariés à nouveau sur les sites, c'est-à-dire de limiter le télétravail. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou là encore une fausse bonne idée ? Moi, je dirais qu'il y a un cadre, maintenant, il y a un cadre légal qui permet aux salariés d'avoir 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. C'est grâce à la CGT aussi, à l'époque, il a fallu qu'on soit localement attentif à ce qui se signait dans les entreprises en termes d'accords collectifs et d'accords locaux sur le télétravail. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui doit permettre aussi, comme c'était un des soucis aussi, c'était de lier le personnel, enfin la vie privée, la vie professionnelle. Ça, c'est des choses pour lesquelles on n'est pas forcément, même si on était assez réticent au démarrage, parce qu'on sait que le télétravail, comme ça pris de but en blanc, c'est quelque chose qui va isoler le travailleuse ou la travailleuse, le travailleur, qui va individualiser, qui en plus... le risque, c'était de ne pas respecter le droit à la déconnexion et de se retrouver avec des gens qui allaient faire des amplitudes de travail bien plus importantes à la maison. Consulter les mails très tard. Voilà, exactement. Ce qui arrive déjà dans certaines catégories professionnelles qui faisaient déjà un peu de télétravail. Je pense au cadre, notamment dans les entreprises et à l'hôpital. Et donc, voilà, c'était un aspect... voilà, il y avait une certaine méfiance de la part de la CGT. Voilà, maintenant, il y a des outils qui permettent de cadrer ces choses-là. Donc, là-dessus, on n'a pas... Mais c'est vrai que Et puis en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que certaines entreprises ne sont plus capables de reprendre leurs salariés puisqu'ils ont vendu les locaux. Voilà, là, ça, c'est aussi pour faire de la trésorerie, ce qui fait qu'ils n'ont plus de bureau pour accueillir le personnel qu'ils ont mis en télétravail. Donc, voilà, il y a toujours qu'à un moment donné, il y a toujours une histoire de fric qui rentre en jeu, quoi. Alors l'argent, je reviens à la réforme des retraites. La CGT a quitté la table des négociations. D'autres organisations, je crois qu'elles sont 3, en tout, ont quitté cette table des négociations. Qu'est-ce qui va advenir aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore... pardonnez-moi du terme, négociable, cette réforme des retraites, ou est-ce que, par exemple, la CGT va durcir le ton ? Malheureusement, tout est négociable jusqu'à la valeur d'une paille, enfin, je veux dire, ou alors le poids des chaînes, pour ne cibler qu'une organisation, mais je veux dire, nous on y est allé parce qu'on était persuadés que ne pas occuper le siège, ça laissait la porte ouverte justement à des absurdités en termes de négociation en absence de la CGT. On a continué à essayer puis on avait ce front unitaire qui existe depuis 2023 en intersyndical. On voulait le préserver, donc tous autour de la table être présents en concertation. Bon, finalement, sans nous concerter, il y a une des organisations syndicales qui a claqué la porte dès le début, mais c'était joué d'avance, une semaine avant, on le savait déjà. Et puis pour ce qui est de l'organisation patronale, elle, c'est clairement de leur côté, c'est parce que ça va pas assez loin d'emblée, donc c'est pas du tout pour les mêmes motifs. Nous, on a claqué la porte, mais c'est vrai qu'on n'est pas pour autant rassuré sur ce que ça va donner, parce que malheureusement, il y a encore 3 organisations syndicales de salariales qui sont dedans. Il y en a 2 absentes depuis le début, malgré nos demandes, ce qui est inadmissible. Et en fait, on a là, à nous maintenant, d'assurer la suite, c'est-à-dire que, ok, on a quitté les concertations, mais ça ne règle pas le rapport de force. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, d'ici la fin de l'année, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour faire plier le gouvernement sur cette foutue réforme qui est toujours refusée par la grande majorité des Français. Elle a déjà des impacts catastrophiques sur certaines catégories professionnelles. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les agents, avec les salariés, dans les prochaines semaines, pour que Bayrou revoie sa copie. Avec peut-être à la clé un renversement du gouvernement. On entend à nouveau la petite musique de la motion de censure, à gauche en particulier, et puis peut-être une dissolution, on ne le sait pas, à l'été. Il faudra remettre là aussi la pression, si j'ose dire. La rue peut être une solution, ou alors il faut encore essayer malgré tout de travailler sur le fond.
Ce sont deux choses qu'il faut mener de front, en fait. La rue, c'est une chose, mais on l'a bien vu en 2023, ça fait pas tout. On peut faire des bonnes manifestations, mais si on n'est pas en capacité d'arrêter l'outil de travail de façon durable dans les entreprises, parce qu'il faut pas se leurrer, il y avait beaucoup de monde dans les rues, mais tous ces gens-là n'étaient pas en grève. Ils étaient parfois en pause, en repos, enfin voilà, et de toute façon, ça n'a pas suffi. On voit bien le constat, parce que ça n'a pas été dans la durée. Avec aussi un contexte économique aujourd'hui compliqué. Compliqué, tout à fait. Et puis il faut continuer à œuvrer à la bataille des idées, en fait, à essayer de convaincre les gens, les politiques, parce que vous évoquiez le contexte politique. On a été capable, en 2024, de forcer à la mise en place d'un nouveau front populaire, que tous ces politiques se mettent vent debout tous ensemble contre la montée d'extrême droite. On a réussi à faire des choses incroyables durant les législatives, quelque chose d'incroyable à la rentrée 2024, et puis finalement, là, vous voyez bien, ça fait pchit pour des intérêts politiciens divers et variés, à cause de personnalités qui peuvent pas mettre leur ego dans leur poche, et du coup, on a une gauche qui se retrouve divisée. Donc c'est vrai que là-dessus, on est loin d'être rassurés, nous, à la CGT, sur l'avenir politique, en tout cas, du pays. Nous, on a notre taf à faire, mais eux, les politiques, ont aussi leur responsabilité à prendre dans le contexte. Alors, sur la responsabilité politique et sur la gauche, on l'a bien compris, les enjeux électoraux à venir vont déterminer beaucoup de choses. Avec une gauche, effectivement, fracturée, divisée entre le PS et les filles, pour dire clairement les choses, malgré quand même des causes communes. On a vu cette marche du 22 mars contre la montée de l'extrême droite et du fascisme, contre également la montée du racisme en France. On a vu la CGT qui participait à cette marche. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que finalement il y a encore une possibilité d'union? Alors peut-être ce sont des questions de personnes pour faire avancer les choses et pour faire reculer d'un autre côté effectivement ce qu'on disait, cette montée des intolérances et d'une certaine vision de la société. En mettant en lien avec le 22 mars, c'est compliqué de juger, parce que le 22 mars, c'était, en tout cas sur le département, ça a été quelque chose organisé essentiellement par trois pans, trois mouvements, qui étaient une coordination qui s'appelle la coordination Solidarité Migrants 22, qui est une coordination qui a été montée très récemment d'une quinzaine d'associations qui accompagnent les migrants sur le département, d'une intersyndicale, dont nous faisions partie, et du Front commun antifasciste du département, qui est un collectif qui s'est monté maintenant il y a plus d'un an, et qui est en fait, on va dire, une agglomération de plusieurs associations, plusieurs mouvements, et des citoyens lambda. Et puis dans cette organisation, il n'y avait pas de politique. Et qui n'ont d'ailleurs pas pris contact avec nous avant le 22 mars. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais, c'est une forme de fracture, là, le fait que les politiques ne soient pas là? Non, c'est pas une fracture, c'est que les politiques étaient là, mais il n'y a pas eu d'interpellation pour savoir est-ce que on peut prendre notre place dans l'organisation du 22 mars ou quoi que ce soit. On a toujours dit qu'ils étaient présents, mais c'était un beau rassemblement. D'ailleurs, on a fait quasiment 1200-1300 personnes à Saint-Brieuc. Il y avait des prises de parole qui étaient tout à fait bien ciblées, mais c'est vrai que pour ce qui est de partir de cette journée-là pour éventuellement supposer le ralliement des forces de gauche pour les mois ou les années à venir, je suis pas sûr qu'on puisse se baser là-dessus. J'espère que toutes les forces de gauche en Bretagne, et notamment dans le 22, sont toutes contre le racisme. J'en ai pas de doute, malgré ce qui, au niveau national, a pu être dit, les maladresses des uns et des autres, mais non, là-dessus, il y a pas de souci. Il y a des prises de parole qui ont été vraiment bien marquées contre le racisme. C'était quand même la journée internationale d'élimination de la discrimination du racisme. Donc là-dessus, j'ai pas de doute. Mais il y a ce sujet-là, et puis il y a le reste. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que le 22 mars... ce qui me rassure, c'est que le 22 mars, c'était une réussite, et en plus de ça, il y a une démarche novatrice, c'est que ce sont les associations qui sont venues nous voir, alors que d'habitude, on est un peu mis à l'écart, qui sont venues voir les organisations syndicales, des associations qui n'aiment pas trop, on va dire, avoir d'étiquette, qu'elles soient syndicales ou politiques, ce qui explique pourquoi, il y avait des petites choses comme ça, on n'était pas tous forcément, on n'avait pas tous le même droit à la parole, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le 22 mars, c'est aussi... ça a été une réussite, j'ai l'impression, sur tous les territoires. Et puis, on a au-dessus de notre tête quand même l'international extrême droite qui se monte. Et ça génère des peurs. Tout ce qui se passe avec Netanyahou, Trump, Poutine et Javier Milei et compagnie. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Avec justement Jordan Bardella et Marion Maréchal qui sont
partis qui sont aujourd'hui d'ailleurs reçus en Israël par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part? J'anticipe un peu votre réponse. Opération blanchiment, quoi. Opération, je sais pas, RN washing. Je comprends pas la stratégie, parce que bon, alors ils étaient, c'est pareil. Donc Marine Le Pen était au rassemblement pour la libération de l'écrivain franco-algérien qui est injustement emprisonné pour l'instant. Je pense qu'il y a tellement eu de dérapage pendant la campagne du Rassemblement national et de la part des élus qui ont eu des sièges aux législatives après. Enfin, il y a eu tellement de trucs, mais énormes, mais bidons. Plus ces événements qui se produisent à droite à gauche, notamment les Côtes d'Armor. Avec des petites sauteries qui sont organisées sur des demeures privées, mais qui n'en demeurent pas moins des rassemblements de fachos. Toutes ces choses-là, nationalement, ils voient bien que s'ils veulent jouer leur carte pour les prochaines présidentielles, ils ont intérêt de continuer l'opération polissage de l'image. Et puis maintenant que papa est mort, va falloir un petit peu s'émanciper de tout ça aussi. Et donc ils sont là-dedans, quoi. Ils sont vraiment là-dedans. Mais moi j'alerte les Françaises et les Français, quoi. C'est le monde du travail, c'est ne vous laissez pas berner, quoi. Ne prenez pas des raccourcis et surtout soyez attentifs à tout ce qui dit, à tout ce qui se fait. Le RN, c'est pas la solution. Il faut parler à ces 11 millions de Français qui se sont tournés justement vers le RN. Il faut essayer de leur expliquer, de comprendre pourquoi aussi ils se sont tournés vers le RN. Oui, alors ça c'est quelque chose que la CGT appelle de tous ses voeux depuis longtemps, c'est que dans les syndicats, dans les boîtes où on est en tout cas présent, on interpelle les collègues sur le sujet carrément. C'est et on a des documents. En fait, ça s'appelle la bataille des idées. C'est de confronter ce que porte la CGT à ce que aux revendications des salariés, à leur réalité en fait, et savoir comment on peut leur c'est pas leur faire la leçon, mais c'est leur expliquer que peut-être leur faire comprendre qu'ils se sont peut-être trompés et qu'il y a d'autres solutions. Mais en même temps, on les comprend. Quand je disais tout à l'heure, l'absence de partage des richesses, les écarts s'accentuent. Les négociations dans les boîtes, elles sont au ras des pâquerettes, à part certaines entreprises qui sont très exceptionnelles avec des négociations à 2 chiffres, mais le reste du temps, c'est du 1% pot de balle, alors qu'on sait que les boîtes en ont plein les fouilles. Donc à un moment donné, les personnes ils se mettent en colère. C'est encore la colère qui est le terreau de la montée d'extrême droite, et ça on le sait depuis longtemps. Mais voilà, c'est de réussir à aller contre ça, essayer de positiver un petit peu les choses et de leur expliquer qu'il y a d'autres solutions. Mais on rame parce qu'en face, avec une gauche qui est pas foutue de s'entendre, quelle est la solution ? Quelle est la solution, quoi ? Avec aussi des implications, on parlait donc de cette marche du 22 mars contre le racisme, mais il y a aussi ceux qui arrivent en France et celles qui arrivent en France qui travaillent souvent dans des conditions précaires. On l'a vu, il y a des cas exceptionnels où ça se passe bien, puis d'autres cas où quand même on a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont des travails difficiles, très, très peu ou très mal rémunérés. Est-ce que c'est là aussi une grande lutte, une grande préoccupation de la CGT et même peut-être au-delà de ça des syndicats en règle générale? La CGT elle a toujours été dans les luttes pour obtenir des papiers, je vous rappelle comment la campagne pour les 300 sans-papiers qu'il y avait en Ile-de-France, même si tous n'ont pas encore obtenu leurs papiers, c'était quand même une grande victoire, mais ça a été de la lutte. Contrairement à ce que les gens pensent, quand on n'a pas de titre de séjour, quand on n'a pas de papier, on ne peut pas travailler. On n'a droit à rien, si, à l'aide médicale d'État, que certains voulaient supprimer d'ailleurs. Qui est amputée. Qui est indispensable, ne serait-ce que pour une question de santé publique, pour que ces gens puissent se soigner et ne pas véhiculer de maladies ou de choses comme ça, et qu'ils soient bien soignés et qu'ils soient en bonne santé. Mais ces gens-là ne peuvent pas travailler. Donc ceux qui travaillent, ceux qui, malgré tout, sont déclarés par un employeur sur du travail clandestin, ils payent. Ils payent des impôts, ils payent des cotisations. Et donc, ces gens-là, il faut les régulariser. En fait, le maintien de cette activité tu travailles pour moi, puis si t'es pas content, écoute, tes papiers de dossier, je t'aiderai pas. Enfin voilà, tout ça c'est du dumping social. En fait, de toute façon, au bout du compte, ça tire les salaires vers le bas. Et ces gens-là, ils sont, c'est presque de l'esclavage en fait. Mais c'est surtout aussi, on les force à pas piper mot. Parce que tu auras éventuellement la possibilité d'avoir des papiers si tu te tais, si tu fais ce que je te dis. Mais la coordination qui s'est créée, qui a organisé en partie le 22 mars, si elle a été créée, c'est qu'elle s'est rendue compte que
les choses n'avancent pas sur le département, la préfecture bloque les dossiers, on ne sait pas à quel niveau, mais en tout cas c'est bloqué, c'est sûr, ça n'avance à rien, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, qui attendent d'avoir des titres de séjour, qui attendent pour pouvoir travailler, qui ne peuvent pas parce que rien n'est fait et ils n'ont aucun droit, accès à aucun droit, que ce soit droit du travail ou droits sociaux sur le territoire. Ce qui est le premier pas vers l'intégration, justement, le travail, finalement. D'autant qu'il y a une demande, hein, on entend beaucoup de patrons, en particulier dans certains domaines, on peut imaginer la restauration, par exemple, qui se plaignent du manque de main-d'œuvre aujourd'hui, qui seraient sans doute ravis de pouvoir embaucher des personnes, ou des jeunes souvent d'ailleurs, qui arrivent d'autres pays. Et puis il y a aussi la baisse de la natalité dans nos pays européens et en France en particulier. Il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver. Est-ce qu'on peut s'appuyer justement sur cette génération, cette jeune génération qui arrive d'autres pays, qui a envie de travailler? Mais bien sûr, et puis vous parliez de la restauration, mais l'agroalimentaire, enfin, que serait Kerméné ou Copperle s'il n'y avait pas eu des migrants à venir travailler en France, qui soient d'origine africaine comme à une époque, ou des pays de l'Est comme c'est plus maintenant, mais dans tous les cas, ces gens-là, ils ont accepté de travailler dans des conditions difficiles avec des salaires de misère, et puis maintenant ils se sont installés, ils ont leur famille. On a besoin en effet de cette population-là, mais il y a des tas de patrons là pour le coup qui ont levé la main, qui ont dit hop, c'est quoi vos histoires là, quand la droite a commencé à déconner avec ses idées, ils ont dit mais on a besoin de ces gens-là parce que d'un côté, c'est une population, on l'a dit tout à l'heure, un peu corvéable quand même, parce que le fric, ils en ont besoin, eux, ils font pas de grève. Ils font pas de grève, ils travaillent. Ça, c'est pas bon pour la CGT. C'est pas bon. Non, c'est pas bon pour la CGT. Malheureusement, en 2023, on l'a vu, parce qu'ils savent pas lire. Enfin, ils savent pas lire. Ils ne parlent pas français, ils ne lisent pas français, en tout cas difficilement. Et puis, parce qu'au bled, on attend qu'ils fassent rentrer l'argent. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, alors, pour ce qui est du vieillissement de la population, c'est vrai, c'est un constat. Les courbes, elles sont ce qu'elles sont. Hein. On fait plus d'enfants en France, mais pourquoi faire des enfants? Enfin, les Bretons, ils se posent des questions, les Costa-Ricains, ils se posent des questions. Pourquoi faire des familles de 2-3 gamins si c'est vu l'avenir qui nous est promis? Donc, ouais, il y a des populations, ce sont des jeunes Africains, tout ça, ils sont dynamiques. Bon, on a bien vu qu'il y a des projets d'accueil qui avaient été mis en place, qui ont été déboutés et par les représentants de l'État et par les fachos du coin. Et puis voilà, donc moi j'espère que ces projets vont renaître et parce qu'on est une terre d'accueil, on est une terre ouverte. Avec aussi le fait de pouvoir apaiser les tensions et de faire les gens discuter entre eux finalement et se connaître. Oui. Mais il faut pas oublier, voilà, la Bretagne, c'est une terre, on est infesté de conservateurs, hein, la religion avait une grande place en Bretagne, malheureusement, moi je fais toujours le lien, hein, je suis désolé, je suis comme ça, mais et c'est vrai que une population qui a peur de l'autre, moi je vis à la campagne, voilà, on n'est pas emmerdé, hein, il y a pas de racaille ou quoi que ce soit, comme disait Sarkozy, et pourtant malgré ça, le vote Front National, enfin Rassemblement National est très très présent, et c'est vraiment préoccupant, quoi. Alors, il y a des rassemblements prévus prochainement, des actions. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Il nous reste une petite minute. Ouais, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de journées, mais il y a eu le 8 mars, il y a eu le 20 mars pour les retraités et le 22 mars pour le racisme. À chaque fois, on parle des retraites, à chaque fois, on parle des salaires quand même dans ces situations-là. Le 1er avril prochain, c'est le secteur de la santé privée et de l'action sociale, parce qu'il y a encore des acteurs de la santé qui ne touchent toujours pas le Ségur, qui est le complément de prime indiciaire qui avait été promis pour les soignants. Il y a encore des professions qui ne le touchent pas. Donc la CGT en intersyndicale avec trois autres organisations syndicales appellent à se rassembler devant le conseil départemental à 14h le 1er avril. Et puis nous avons le 3 avril qui est un appel national aussi, mais plus large, des trois versants de la fonction publique, suite aux annonces notamment de l'économie de guerre, encore donc des promesses d'austérité, de politique d'austérité pour notamment la fonction publique, où en fait là on est 4 organisations syndicales, la CGT, UNSA, FSU et Solidaire. On considère que c'est pas au service public de payer pour des envies de réarmement de la France, des valeurs que nous ne portons pas. En tout cas, nous on estime que c'est pas par l'expansion du militarisme qu'on va y arriver, mais par une meilleure coopération entre les pays. Et puis nous on prône la paix.
Avec quand même beaucoup de salariés dans les industries de l'armement, quand même, qui aujourd'hui voient peut-être d'un bon œil la production. Voilà, je vais vous faire grincer des dents, mais. Ouais, non, mais là, je vois de quelle entreprise vous voulez parler, hein, des fonderies de Bretagne, par exemple, qui sont donc voilà, du coup, relancées pour fabriquer des. Alors, c'est pas des bombes, c'est pas des missiles, mais ce sont des missiles éclairants, je crois, de mémoire. Eux, ils sont satisfaits parce qu'ils ont besoin de travailler. Mais le problème, c'est que on avait des projets bien autres il y a 4-5 ans pour eux de diversification de l'industrie et ça n'avait pas abouti à l'époque. Voilà, donc à suivre, hein, on va dire ça comme ça. Merci infiniment Mathieu Nicole, secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor, d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.